Ou ne faudrait-il pas aussi penser à soigner nos patients d'une nouvelle maladie chronique dont ils souffrent, l'infobésité? On leur génère énormément de données. Est-ce qu'ils sont en capacité d'absorber toutes ces données? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de leur créer une nouvelle charge mentale additionnelle? Et donc, du coup, pour s'attaquer à ce sujet, on n'a ni plus ni moins que Rémi Teston, qui va venir de Buzzy Santé, notre partenaire, qui va venir animer ce sujet épique. Et nous avons maintenant Rémi. Tu vas te mettre ici, si tu veux bien, pour la caméra. Voilà, rapproche-toi de moi. Voilà. Et donc, nous allons accueillir aussi Adel Mebarki, cofondateur de Capcode. Voilà, Julien Guérin, directeur des données de l'Institut Curie, Nemanja Milenkovic, que je connais bien, voilà, mon directeur médical de CGDIM. Merci beaucoup David pour l'introduction de ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui est important parce qu'on a des volumes de data maintenant qui sont, on va dire, gigantesques dans plein de domaines au niveau de la santé. Il y a beaucoup de données qui sont issues bien sûr du système de santé, mais aussi beaucoup de données qui viennent de toutes les solutions digitales déployées via des objets connectés, applis mobiles, la télésurveillance aujourd'hui, et puis bien sûr il y a tout ce magma aussi de données qui viennent des réseaux sociaux, de l'ensemble des plateformes ouvertes finalement. Et donc ça impacte finalement le parcours de soins, et donc c'est un sujet qu'on va aborder donc aujourd'hui donc avec nos intervenants, donc avec Julien Guérin de l'Institut Curie, Abel Mebarki de Capcode, et puis avec Nemanja Milenkovic de CGDIM Santé. Yes, bonjour. Alors peut-être pour commencer, on a parlé du sujet donc d'infobésité. Peut-être chacun en une minute, si vous pouviez nous dire qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'infobésité en santé. Peut-être commencer par vous, Julien. Oui, alors bonjour. Donc effectivement, je représente l'Institut Curie, qui est donc un centre leader et le premier centre européen pour la prise en charge des patients atteints d'un cancer du sein. Donc effectivement, l'infobésité, pour l'individu, en tout cas, effectivement, c'est cette surcharge d'informations qu'on reçoit, mais on peut aussi parler d'infobésité finalement pour un établissement de santé. Si je décompose un petit peu, l'obésité, c'est quoi ? C'est d'un côté un excès alimentaire et de l'autre côté finalement un manque d'activité physique, si j'exclus les facteurs génétiques évidemment. Et bien l'infobésité, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on a passé énormément d'années à développer les outils qui permettent aujourd'hui de produire des quantités phénoménales d'informations. Et on n'a pas suffisamment développé finalement les structures aujourd'hui qui sont capables de métaboliser cette information. Et donc la direction des données de l'Institut Curie, typiquement, est là, et c'est un de ses rôles finalement de pouvoir exploiter et métaboliser l'information qui est produite en quantité très très importante aujourd'hui. Très bien, et du coup, je sais que Nemanja, tu as un regard différent sur l'infobésité. Pour toi, tu y vois des vertus positives quand même. Oui, alors bonjour à tous, oui. Donc, oui, il y a des vertus positives, effectivement, sauf qu'il y a quelques contraintes. Effectivement, on collecte énormément de données aujourd'hui. Et on part du principe aussi que toute cette donnée n'est pas forcément ultra exploitable dans le sens où elle est mal qualifiée, mal structurée. Et c'est ce qui empêche aujourd'hui en fait, de pouvoir exploiter cette masse de données. Et donc on en était venu à discuter effectivement de la notion de se dire, avant de commencer à construire effectivement des structures qui vont exploiter ces datas, il faudrait peut-être aussi commencer à réfléchir à la sémantique. Donc comment on définit une langue commune qui va permettre justement de mieux structurer la donnée pour pouvoir derrière en tirer effectivement toutes les qualités qu'on pourrait avoir et de pouvoir développer effectivement des solutions innovantes dessus. Donc info-obésité, oui et non, parce que toute cette donnée qui est collectée, comme je le disais, n'est pas forcément exploitable. L'idée pour moi, c'est de revenir au princeps. Donc comme je le disais souvent, en fait, une nation se construit autour d'un seul point qui est sa langue. Et tant qu'on n'a pas défini de langue, on ne peut pas commencer à faire de la littérature. Et donc moi, je suis beaucoup plus en dessous de ça, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comment on travaille justement pour définir cette langue commune, pour pouvoir justement mieux échanger et travailler sur non pas de l'interopérabilité syntaxique, ce qu'on pousse depuis des années en faisant un DMP, en alimentant ça avec des documents, mais de travailler plutôt sur une interopérabilité sémantique qui, elle, permettra de justement mieux partager les données entre nous au lieu d'exploiter des formats en fait, de documents. Voilà.
Alors c'est vrai que sur le volet vraiment des professionnels de santé, on sait qu'aujourd'hui, la connaissance médicale double tous les 73 jours, donc ça fait un magma très important d'informations. Et du côté du patient aussi, il y a énormément d'informations qui circulent, notamment via les médias sociaux. C'est une partie de l'activité de toi, Adèle. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce volet infobésité et les travers qu'il peut y avoir, notamment autour de la désinformation? En effet, alors, je m'appelle Adam Ebarki, je représente Capcode, qui est une start-up spécialisée dans l'exploitation des données issues des réseaux sociaux, avec un prisme très médical et scientifique. Un des enjeux qu'on observe, alors, qui est une tendance depuis pas mal de temps maintenant, mais qui a été accélérée par la pandémie et l'adoption du digital dans le parcours du patient. Donc on parle aujourd'hui de parcours numérique du patient, c'est la surreprésentation de l'information médicale avec tous les niveaux de qualité, tous les niveaux de complexité aussi. On parlait de littérature scientifique, aujourd'hui toutes les littératures sont assez difficilement disponibles, au même titre que pas mal de contenus qui sont créés par des institutions, que ce soit des centres hospitaliers ou des autorités de santé, mais aujourd'hui on a un effet qui est à la fois positif parce qu'on amène de la transparence vis-à-vis du patient, et de plus en plus de capacité à laisser le patient appréhender mieux sa pathologie. Mais on voit aussi des travers qui se développent de plus en plus avec la désinformation, et on se rend compte que la mise à disposition de l'information peut amener aussi une mauvaise exploitation de cette même donnée. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte qu'on a une surreprésentation d'informations médicales un peu partout, qui sont de plus en plus difficiles à décrypter par le patient. Et donc ça amène l'effet inverse, à vouloir informer le patient, à avoir le maximum de transparence. On le surinforme et potentiellement on le mésinforme, alors pas forcément avec une intentionnalité. Et aujourd'hui, c'est un des phénomènes qui amène des impacts médicaux dans l'acceptabilité, dans la compréhension des prises de décision médicales, etc., qui sont de plus en plus importantes et centrales dans la prise en charge du patient. Ok, très bien, merci Adèle. Alors, sur la donnée, c'est vrai qu'il y a énormément de possibilités d'exploitation, de collecte de la donnée. Et un des éléments que l'on voit de plus en plus, notamment dans les instituts de recherche, comme à l'Institut Curie, c'est la mise en place d'entrepôts de données. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est qu'un entrepôt de données, Julien, et ce que ça peut apporter pour un institut comme l'Institut Curie? Alors, déjà, c'est une base de données, pour être très clair, qui agrège énormément d'informations. Et d'un point de vue réglementaire, ce que ça change, c'est qu'effectivement, ça permet de répondre à des finalités multiples. Contrairement à une base qu'on doit effectivement déclarer pour chaque recherche, là, effectivement, l'entrepôt de données déclaré au sens ni du terme permet de l'utiliser pour des finalités multiples. Alors, en fait, à quoi ça sert et globalement, quels sont ses objectifs? Si on se replace du point de vue du médecin aujourd'hui, qui souhaite faire un peu de recherche, finalement, il est un peu tout seul face à son dossier patient numérisé depuis 25 ans, certes, mais avec de l'information qui est relativement inexploitable pour la recherche. Et puis, il a un petit fichier Excel à côté, tranquille, pour effectivement collecter quelques informations qui vont lui permettre de faire de la recherche. L'entrepôt de santé, c'est l'outil qui finalement est à la base du système apprenant. Il va permettre d'agréger de la connaissance pour produire de la connaissance. Et si on fait pas, et si on met pas en place ces systèmes-là aujourd'hui, c'est comme finalement mettre le médecin dans un canot de sauvetage au milieu de l'océan de data, avec une rame, quand c'est pas une petite cuillère. Et finalement, il va devoir fouiller. Ça va lui prendre peut-être toute sa carrière pour réussir à trouver quelque chose. Et l'entrepôt, lui, au contraire, il va être là pour réussir à adresser l'ensemble de ces données. Donc aujourd'hui, si je prends un exemple comme l'Institut Curie, c'est des pétaoctets de données qu'on gère. Ce sont des données extrêmement hétérogènes. Ça va du dossier médical à l'imagerie médicale. Maintenant, on a numérisé l'ensemble de nos lames d'anapathes également. On a les données génomiques, puisque effectivement, on a eu la bonne idée, il y a une dizaine d'années, maintenant, de commencer à séquencer massivement le génome humain, sauf qu'on n'avait pas prévu les infrastructures nécessaires pour stocker toute cette information. Et donc, l'objectif, finalement, de ces entrepôts-là, c'est de permettre, justement, de rationaliser un petit peu la manière dont on va pouvoir exploiter l'information. Et le dernier point, c'est également que 80% de l'information qu'on souhaite exploiter, elle est textuelle.
Et donc il y a cette nécessité aussi de travailler sur ces algorithmes qui vont permettre de faire du natural language processing et d'aller finalement vers la production de valeur et l'identification de tous les concepts médicaux qui vont permettre d'exploiter cette donnée en recherche, mais également finalement dans cette boucle de ce cercle vertueux, de pouvoir l'utiliser au niveau du soin. Et je rejoins ce que disait Nemanja tout à l'heure sur le fait que les questions de standardisation, d'interopérabilité sont très importantes. Et la question du langage commun est un élément aussi qui doit être adressé dans la construction de ces entrepôts de données. Donc on sait que c'est beaucoup utilisé notamment pour la recherche fondamentale dans les instituts de recherche, mais également pour optimiser le parcours de soins. Comment vous les exploitez justement dans cette optique, les données? Alors effectivement, à travers l'usage de ces entrepôts, on va pouvoir permettre finalement d'avoir ce ferment qui va servir à l'entraînement de tous les algorithmes et à tous les niveaux du parcours de soins. Ça va du diagnostic aujourd'hui, effectivement, parce qu'on va permettre de pouvoir entraîner des algorithmes sur l'interprétation des lames d'anapathe ou sur de réduire le caractère chronophage aussi des radiologues sur le contourage des images. Donc voilà, ça va permettre de mieux préciser les éléments du diagnostic. Ça va permettre pour des chirurgiens aussi de pouvoir préparer les interventions au travers de systèmes de réalité virtuelle qui vont leur permettre d'avoir une idée plus précise de la manière dont ils vont pouvoir réaliser ces interventions. Derrière, c'est aussi fortement utilisé au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaire pour effectivement aider les praticiens à trouver des cas similaires, par exemple pour chercher les meilleurs points qui vont permettre de définir une meilleure décision thérapeutique. Et puis à l'arrivée, on espère aussi que ça va servir le patient et que du coup, au travers des objets connectés, des applications qu'on met à disposition, parce qu'on a à Curie une application qui s'appelle MyCurie qui est remise à tous nos patients, qui va permettre aussi de leur transmettre de l'information pour eux aussi les aider au quotidien dans la prise en charge. Donc on le voit, il y a énormément de données diverses finalement qui sont utilisées. Et je sais que c'est un sujet aussi qui tient beaucoup au cœur à Nemanja sur le sujet de l'architecture finalement et la structuration de la donnée qui n'est pas toujours optimale dans ces entrepôts-là de données. Oui, je te rejoins, Rémi, effectivement, pour avoir passé quelques années aussi à l'ANS avant d'arriver chez CGIM Santé. Effectivement, il y a les fondamentaux, on en parlait tout à l'heure, Julien, tu as raison, effectivement, on a des bases de données. Pour que ces bases de données puissent fonctionner, il faut que la donnée soit codée. C'est-à-dire qu'elle soit codée dans une nomenclature qui est partagée, connue de tous, à jour, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas de doctrine sémantique nationale qui nous dit... demain, une pathologie, ça doit être absolument codé à partir de la CIM-10 de telle et telle version, ou par exemple un signe, un symptôme, un examen de biologie, etc. Et j'en passe. Les terminologies, on a toute une flopée. Donc l'idée pour nous, chez CGIM Santé, donc, comme tout éditeur, et que ce soit hospitalier, de ville, etc., on a tous notre langage commun. C'est-à-dire qu'on utilise tous notre propre patois dans nos logiciels pour structurer la donnée. Aujourd'hui, ce patois n'est pas exploitable. Si on doit demain commencer à réfléchir à un exercice coordonné, de pouvoir commencer à partager effectivement ces informations entre éditeurs de logiciels, ça ne passera pas par du document, c'est sûr et certain, ça passera par de la data. Et pour que cette data puisse fonctionner et que notre patois puisse commencer à être interopérable, nous on a pris le parti, par exemple, très rapidement, dès que je suis arrivé, de nous doter par exemple d'un serveur multiterminologique. Alors c'est un mot très compliqué pour quelque chose de très simple, c'est une sorte de pierre de Rosette, en fait, toute simple. C'est-à-dire qu'on prend notre patois interne et on l'aligne avec toutes les langues et nomenclatures qui sont connues du système de santé national, européen, international. Donc l'objectif pour exploiter les bases, puisque des bases on en a, on a plus de 30 ans de profondeur de données, et pour pouvoir travailler sur ces données et pouvoir arriver sur des solutions qui sont intéressantes, comme par exemple les outils de TAL, donc le NLP, donc les traitements automatiques du langage, pouvoir travailler sur de l'IA, et là on ne parle pas d'algorithme, mais plutôt de machine learning, il faut que ces données puissent être exploitables par les systèmes d'information. Et donc le serveur multiterminologique nous permet d'avoir ces traductions simultanées et de pouvoir réfléchir à notre niveau déjà, puisque effectivement on pallie à des manques de décision régaliens, de pouvoir imaginer une centralisation de la donnée qui pourra être ensuite transmise de façon synchrone entre les différents acteurs du parcours de soins du patient. Et donc par ce biais-là, c'est de fournir aux professionnels de santé de l'information qualifiée et à jour pour permettre justement d'améliorer le parcours de soins de son patient. Et donc dans cette logique, nous on travaille effectivement sur toute cette méthodologie de structuration, sur la méthodologie justement
d'utilisation de ces outils de TAL qui sont rien de nouveau, hein, ça existe depuis bien longtemps. Il y a eu des projets comme l'Érudit qui avaient été posés. Aujourd'hui, on essaie de pousser le truc un peu plus loin et derrière, pas uniquement pouvoir extraire des données textuelles depuis, par exemple, les PDF qui font légion dans le DMP. On réfléchit aussi à comment pouvoir définir des déclencheurs dans les solutions en fonction de certaines règles métiers pour pouvoir avertir, identifier de façon précoce des apparitions de pathologie, de pouvoir mieux réorienter le patient dans son parcours de prise en charge, d'éviter effectivement des examens qui seraient inutiles, voire onéreux, et de pouvoir fluidifier typiquement le soin. Donc voilà notre logique de notre côté, et on a pris le parti de partir de tout en bas pour structurer tout en haut. Parce que justement, oui, la data est au cœur de toutes vos solutions qui accompagnent l'ensemble du parcours de soins. Oui. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont partis sur cette approche multi-terminologique ou Pour l'instant, on est les seuls à avoir acquis et avoir travaillé avec, par exemple, les collègues du CHU-Drouin, donc les confrères du CHU-Drouin. Et c'était déjà un travail que j'avais tenté de faire atterrir à l'époque avec 2 autres collègues à l'ANS et ça n'a jamais fonctionné. Et pourtant, voilà, je pense qu'on est un peu plus réactif côté privé, dans l'idée de se dire que il y a une vraie valeur ajoutée pour le professionnel de santé, en fait, de pouvoir, comme je disais, travailler plutôt sur une interopérabilité sémantique. Parce que demain, c'est vraiment l'axe qui permettra d'imaginer de nouvelles solutions et de mieux transférer l'information entre les acteurs. Et oui, chez CGDIM, nous on couvre tous les soins primaires, donc on équipe depuis le médecin traitant jusqu'au pharmacien. Et l'idée pour nous, c'est déjà rien que dans ce premier segment de prise en charge qui est pas le cercle complet, hein. Il nous manque l'hôpital, il manque encore le médico-social. Mais déjà sur cette première partie, de pouvoir fluidifier tout ça par le biais de la donnée. Oui, un sujet qu'on avait évoqué en préparant aussi la table ronde, c'est dans l'ensemble de ce parcours que l'entrée et la sortie restent toujours finalement avec une interaction humaine. Toujours. Et que finalement le digital, les solutions d'IA, etc., puissent accompagner le parcours, mais uniquement au milieu. Le principe du pilote de ligne, quoi. Donc le bonhomme aujourd'hui, il a un Airbus entre les mains, tout fonctionne très bien. Il a 2 moments clés sur le vol, c'est le décollage et l'atterrissage. Et là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que l'entrée de consultation, je prends mon patient en main, j'échange avec lui, instant 1, et instant 2, je lui remets les documents que je dois lui remettre, je lui explique ce qui doit se passer après, sortie. L'idée pour nous, c'est comment au milieu de ces 2 moments, on peut faire intervenir le SI, tout du moins, ou voire l'IA, ce qu'on qualifie beaucoup de choses dans l'IA, pour justement réduire le pain point du professionnel de santé, lui fournir les bonnes informations au bon moment, etc. Donc notre champ d'action est uniquement entre ces 2 moments. Voilà. Très bien, merci. Et du coup, un autre volet de la donnée qui est très important, on le disait, sur tous les espaces ouverts où les patients vont s'exprimer, les médias sociaux, les forums de discussion, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de données qui peuvent être utilisées, notamment dans un but de recherche, d'analyse de l'expérience patient, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Camille ? Bien sûr. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Nemanja. On parlait de nomenclature et difficulté d'avoir une nomenclature. Alors, imaginez-vous que c'est difficile dans le milieu clinique. Vous imaginez bien qu'un patient qui parle d'avoir la tête dans le four, c'est compliqué à coder, que ce soit en CIM10 ou peu importe. Et donc, en fait, globalement, c'est une des difficultés principales de l'exploitation de ces données-là, c'est de pouvoir en fait standardiser l'approche et avoir un langage médical, des ontologies médicales validées. Donc ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'avait pas préparé ce point-là, mais on a aussi travaillé avec le CHU de Rouen pendant 3 ans pour essayer de mettre en place une nomenclature. Mais globalement, en fait, au final, si je dois avoir un regard critique, ça reste notre nomenclature. C'est-à-dire qu'on a pris le MEDRA, qui est un dictionnaire dans la pharmacovigilance notamment, qui va coder en fait tous les symptômes et toutes les pathologies. Et on a enrichi le MEDRA de langage patient, on va dire vernaculaire, et au final, en fait, c'est notre terminologie à nous qui peut être critiquable, qui peut être améliorable, etc. Et ça ne veut pas dire que forcément d'autres acteurs puissent faire les mêmes choses. Maintenant, sur l'exploitation concrète, moi, je trouve qu'il y a trois enjeux qui sont un peu différents, qui sont extrêmement intéressants dans cette approche-là. Il y a la partie vraiment observationnelle,
c'est-à-dire comprendre en fait les déterminants de santé, les réalités patients à travers leurs déclaratifs spontanés. Ça a des avantages et des inconvénients. Un des avantages principaux, c'est la célérité, c'est-à-dire que la donnée est déjà disponible, donc on peut l'exploiter rapidement. C'est la population touchée, notamment le fait qu'il y ait, en fonction des pathologies, des centaines, des milliers, voire des millions de patients qui s'expriment sur le sujet. La difficulté, c'est la représentativité. Les gens qui sont connectés sur Internet ne sont pas forcément les mêmes qu'on va retrouver dans un centre hospitalier. Et puis, il y a aussi d'autres limites, mais il y a cette approche très observationnelle, comprendre le comportement, comprendre la réalité du parcours, les pain points. Il y a une notion plus dans la partie safety, la sécurité des médicaments, c'est que les patients se déclarent en fait les effets indésirables des médicaments. Et donc on l'a démontré avec pas mal de publications, mais ça permet d'avoir une meilleure réactivité autour de la sécurité du médicament parce que les patients sont les premiers lanceurs d'alerte d'un sujet de santé. Et puis il y a un dernier volet que je trouve, moi à titre personnel, très intéressant, c'est l'exploitation de ces données-là pour avoir une notion la plus prédictive de l'apparition de fausses informations et de leur impact médical. Je trouve que ça, c'est un enjeu plutôt de prédiction et de réactivité, donc apporter à travers le déclaratif des patients, en fait, une vision plus anticipée les fausses informations et leur impact médical et non plus réagir comme on peut le faire aujourd'hui. C'est un peu ces trois approches qu'on développe. En tant qu'observateur, ce sujet notamment de la désinformation, des fake news, est-ce qu'on observe une croissance? On a vu notamment avec les nouvelles modalités de la plateforme X, etc. Est-ce qu'on voit ça augmenter? Alors complètement. On a fait une micro-étude qu'on est en train de publier, mais sur X en particulier, où on a évalué le nombre de fake news santé avant la prise en main par Elon Musk et post-prise en main par Elon Musk. On aime bien les sujets un peu touchy, mais en fait on démontre à peu près c'est un facteur x5 sur la désinformation en santé, mais c'est normal en fait. Mécaniquement il y a moins de modération, donc forcément il y a plus. Et puis il y a un modèle économique qui vise à surreprésenter un certain nombre de messages. Donc il y a une vraie accélération. Et je fais juste référence à une étude qui a été faite par le CSA. Globalement aujourd'hui les deux vecteurs de désinformation les plus importants dans les médias sociaux, c'est X et TikTok. Pour des cibles un peu différentes, mais on sait aujourd'hui, la pandémie a accéléré ce fléau-là, et aujourd'hui on a une industrialisation de la désinformation en santé, encore plus avec des décisions de modération qui ont été prises par certains acteurs. Merci Adèle. Alors après, il y a un sujet qui transverse pour tous les trois. C'est vrai qu'on a tendance à dire sans data, pas d'IA, mais aujourd'hui, on pourrait inverser finalement. Sans IA, pas d'exploitation de la data. Est-ce que vous utilisez tous aujourd'hui ces outils-là? On est court. Ils ont dépassé tout à l'heure. Hein. En deux mots, oui, ça concerne principalement le TAL, tout ce qui est exploitation, traitement du langage naturel. Après, effectivement, l'IA pour le reste, c'est plutôt en aval et plutôt en l'usage de la donnée. Mais par contre, effectivement, le TAL est un point central et va nécessiter l'usage de l'IA pour produire de la connaissance. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Effectivement, après, si on revient sur l'idée de... Tu disais la transversalité, le point transverse, c'est... à cause de la blague, j'ai loupé le fil. Non, parce qu'on dit souvent, oui, si on n'a pas d'exploitation de la data, l'IA n'existe pas. Et finalement, aujourd'hui, pour exploiter la data, est-ce qu'on peut le faire sans IA? C'est ça la question. Oui, tu peux faire des choses avec la data sans IA. On fait ce qu'on fait aujourd'hui, on fait de l'algorithme. Ça reste ni plus ni moins que d'exploiter, additionner deux variables pour obtenir un résultat. Donc, et ça aussi, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on entend derrière IA? Parce que souvent, je pense que nous qui sommes un petit peu plus dans le dur du sujet, quand on nous parle d'IA et que les gens nous disent « c'est très bien l'IA, etc. » et puis on va faire un calcul de score avec l'IA, là on est déjà plus dans l'IA en fait. Voilà. Donc machine learning, oui, il va falloir de la data, mais aujourd'hui la data permet aussi de faire d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'IA, mais oui, effectivement de l'algorithmie, ça on en fait déjà, tous. Calculer un score. Tu voulais juste rajouter un mot? Non, ouais, si j'ai un regard critique un peu sur l'usage du mot IA de nos jours. C'est pas une finalité en fait de faire de l'IA. C'est une méthode, c'est un moyen. Donc en effet, il y a un certain nombre de choses où on n'a pas besoin de machine learning, on n'a pas besoin de deep learning ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pour être tout à fait transparent, parfois des choses très simples marchent beaucoup mieux que des choses très complexes. Exactement. Merci beaucoup en tout cas à vous trois pour ce sujet. Merci Rémi. Merci beaucoup. Prochain sujet. Merci.
Merci à tous, merci Rémi. Désolé, hein, on essaie de maintenir un petit peu le timing quand même. Donc oui, sans data, pas d'IA, sans IA, sans data, mais pas de data sans logiciel et sans device.